c'est comme ça que les opérations échouent. Non. Si les opérations réussissent, c'est ce que nous tous nous avions voulu. Parce que c'est la paix, qu'elle vienne de quelqu'un d'autre ou de moi, c'est que nous voulons que notre population soit en paix. Donc je me suis dit, j'ai préféré militer pendant une année et j'ai été invité donc ici au Canada par 2-3 universités. J'étais loin de penser que les thèmes qu'on m'avait demandé de développer pour les étudiants et les professeurs allaient m'amener à me retrouver devant mes compatriotes. Voilà, donc je suis devant vous. Et cette opération militaire, encore une fois, pour chercher à résoudre le problème du Rwanda à l'intérieur du Congo, a échoué. Puisqu'on est passé à l'opération Kimia 2, qui a échoué. Maintenant, on dit que c'est l'opération Amanileo. Alors, quand on fait des communiqués à la télévision, à la radio, par les porte-parole du gouvernement pour dire, voilà, on a Dongo, ça va très bien, Bukavu, ça va très bien partout. Vous savez, quand on aime son pays, on n'a plus besoin de faire du théâtre quand il s'agit du sang qui coule. Puisque ceux qui sont sur le terrain ont des frères et sœurs ici. Chacun de vous peut téléphoner, c'est faire sa propre religion pour savoir que la paix n'est pas revenue. C'est parce qu'on a arrêté les opérations d'attaque contre les ex-FARC qu'il y a un semblant d'accalmie sur le terrain. Est-ce que les ex-FARC sont rentrés au Rwanda? Non. Ils sont toujours au Kivu. Donc le mal est là et il va ressurgir. Mais deuxième élément, on a fait ce qu'on appelle l'intégration des CNDP dans les FARDC. Quand nous avons fait la conférence de Goma en janvier 2008, les effectifs que nous avions reçus des CNDP, ils étaient 4000. Mais au moment de l'intégration rapide, comparé sur des générations spontanées, ils sont devenus 9000. Et je suis content de lire dans les rapports des ONG de l'Union européenne et des Nations Unies que les 5000 supplémentaires sont supposés être des militaires rwandais intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Quelle tragédie! Donc la bombe à retardement est là. Et le plan de la balkanisation est en marche. Puisqu'aujourd'hui, il suffit que Kigali siffle de les deux provinces et qui vous tombent comme un frémir. Puisque désormais, ces militaires du CNDP sont plus nombreux que les militaires des FARDC. Donc, la question de se poser qui a intégré qui. Est-ce que c'est les FARDC qui ont intégré le CNDP ou les CNDP ont intégré les FARDC? Nous avons un problème très sérieux. Mais quand on dénonce cela, on vous traite d'intégriste. On dit non, vous avez un schéma, vous voulez déstabiliser le chef de l'État et les institutions. Non. Loin de moi l'idée de déstabiliser qui que ce soit. Je me bats comme les autres Congolais pour la cause de notre peuple. Et je pense que ceux qui aiment le président de la République doivent pouvoir lui dire que le Rwanda, qui n'avait pas respecté ses engagements vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila, qui n'avait pas respecté les engagements vis-à-vis de l'RCD, l'Ouganda vis-à-vis du MLC, ils vont encore une fois nous réserver une surprise, on ne sait pas laquelle, puisque chaque fois, il y a toujours une surprise qui arrive. Mais on nous avait promis Nkunda, qui devait être extradé. Moi, j'étais sceptique. C'était 5 jours après, on a vu les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense et de l'Information se sont succédés à la télévision pour dire oui, le président de l'Assemblée, là, Kabele, qu'est-ce qu'il croit? Vous allez voir, Nkunda va venir ici, il est jaloux, parce que maintenant la guerre a pris fin. Il y en a même qui ont ajouté que j'étais l'allié de Nkunda. Tout simplement parce que j'ai dit que c'est grave de faire venir les troupes rwandaises sur le territoire congolais. Et surtout que la Constitution, en son article 223, 213 oblige le gouvernement et le président de la République de venir annoncer cela à l'Assemblée nationale. Et quel péché moi j'ai commis alors? Je pense que nous sommes devant une situation qui demande de chacun de nous et de la communauté internationale du monde de se rendre à l'évidence que la solution militaire ne peut pas résoudre les problèmes à l'est du Congo. Surtout que les causes se situent en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. C'est le clivage entre les deux ethnies. Phénomène que nous ne connaissons pas chez nous. À la communauté internationale qui fait une mauvaise lecture de la situation,
veut résoudre le problème du Rwanda à l'intérieur du Congo. C'est impossible. Que faire? Moi, j'ai dit, il faut, dans un premier temps, une solution politique. Le Rwanda, comme on nous a exigé à nous, par la même communauté internationale, congolais, et qui a accouché en 1994, cet enfant qui a aujourd'hui 16 ans, vous n'allez pas dire que cet enfant est génocidaire. Cet enfant n'a pas participé au génocide. Donc, le Rwanda doit pouvoir ouvrir un dialogue avec les Hutus non génocidaires. Les génocidaires qui auront peur de rentrer au Rwanda seront isolés et peu nombreux. Sur le plan militaire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Puisque Artemis avait bien marché à Ituri, le Conseil de sécurité a voté depuis l'année passée 3000 hommes supplémentaires pour la RDC. Au lieu d'aller faire encore du remplissage, nous avons déjà 17 000, ajouter 3000, non, autant former les 3000 comme une unité spéciale du genre Artemis, avec un plan pour aller encercler les réfractaires et les mettre hors d'état de nuire. Les pousser à l'intérieur du Congo, ils commencent à se retrouver au Kasaï. Au Kasaï, ce ne sont pas des mouches qui habitent là-bas, ce sont des êtres humains. Les pousser au Katanga, ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Ils ont besoin de la paix comme ceux du Kivu et d'ailleurs. Pourquoi on les repousse à l'intérieur mondial? Nous disons qu'il faut une solution économique. Il est désormais établi que les minéraux riches de l'Est du Congo sont devenus à la fois la cause et le financement de la guerre. En Sierra Leone et au Libéria, on avait fait un mécanisme de traçabilité. Ça marchait là-bas, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Et nous avons proposé dans un premier temps qu'on puisse ouvrir des comptoirs au Nord Kivu et aussi du Kivu pour rapprocher les comptoirs des lieux d'extraction pour tracer le point de départ des minéraux. Mais en même temps, il faut la certification. Déjà Kimberley, mais nous ajoutons aussi, et là nous devons nous inspirer du président Lula du Brésil. Pourquoi, pour acheter les avions de chasse, le président Lula du Brésil fait marcher les grandes puissances et dit, bon, je n'achèterai que chez celui qui va accepter le transfert des technologies. Il dit, moi j'ai l'argent, mais je n'achète soit chez les Américains ou les Français ou les autres, mais on voit maintenant le président défiler, on a vu le président Sarkozy, il est parti, il est revenu. Quelques ministres américains sont partis, sont revenus. Les Suédois sont partis. Il est en position de force parce qu'il sait ce qu'il veut faire pour son pays. Alors pourquoi nous ne pouvons pas exiger des multinationales canadiennes, anglaises et les autres qui achètent du coltan et la castérite maintenant à Kigali, de venir installer leurs industries au Sud Kivu et au Nord Kivu, ne fût-ce que pour les 3 premières étapes de transformation. Pour amener des produits semi-finis qui vont nous revenir sous forme de téléphone portable. On ne demande pas qu'ils produisent des téléphones portables là-bas. Pourquoi pour le cuivre du Katanga, alors que pendant longtemps nous avons vu ce que ça nous a ramené, avec nos anciens importateurs de l'Occident, maintenant avec la Chine, nous estimons que, bon, puisqu'il s'agit de la Chine, eux aussi peuvent prendre le cuivre et l'amener à l'état brut et parti. Alors que là aussi, on peut exiger un transfert de technologie. Mais regardez ce qui reste de Mbujimai et de Chikapa. Des érosions à gérer pour ce qu'on avait qualifié de capitales diamantifères du monde. C'est quand même très grave. Nous disons, mesdames et messieurs, il faut une solution au niveau de la coopération régionale. Le Congo, quand vous regardez l'Afrique, comme disait François Fanon, en fait, c'est l'Afrique, c'est un revolver et la gâchette est au Congo. Mais cette gâchette, on ne l'a jamais appuyée pour faire décoller l'Afrique centrale et l'Afrique des Grands Lacs. Je suis convaincu que les jours où le Congo va se relever, l'Afrique des Grands Lacs et l'Afrique centrale vont sourire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Congo, c'est 70 millions d'habitants. Associé à nos 9 voisins, c'est 200 millions d'habitants. Peut-être que vous ne le savez pas, le Congo, c'est le 2e pays au monde en termes de voisins. Le premier, je vais vous le dire, c'est la Chine. Au Canada où vous êtes, vous n'avez qu'un seul voisin. Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. Nous en avons 9. Donc si on résout le problème du Congo, c'est un pôle intégrateur qui va rayonner automatiquement pour 9 pays. Mais l'Occident commet l'erreur de croire qu'il faut renforcer le Rwanda avec des aides de toutes sortes. Mais le Rwanda va rayonner pour peut-être une province ou un territoire. Donc ce sont des erreurs stratégiques que nous disons au niveau de la coopération régionale.
nous sommes ouverts, mais nous avons un travail à faire chez nous. Puisque si nous acceptons tout de suite la libre circulation des biens des personnes, nous allons perdre. Pourquoi? Parce qu'à Kigali, l'administration est au point.